Donc nous accueillons, comme vous le savez tous, Catherine McKinnon, que, comme on dit, généralement c'est un peu rhétorique, mais là c'est la vérité qu'il n'est aucunement besoin de vous présenter. Euh, Nous savons tous que définitivement Catherine McKinnon est une figure, une immense figure du féminisme contemporain, figure tutélaire aussi du féminisme contemporain. Donc je ne vais pas présenter son œuvre. Vous avez reçu pour la quasi-totalité, la totalité, je pense, d'entre vous, le document de présentation avec ses indications un bon nombre de ses publications. Donc je la remercie très fortement et très chaleureusement d'avoir accepté non seulement d'être ici avec nous ce soir, mais d'avoir aussi accepté le mode de fonctionnement de cette séance, que je rappelle, que j'indique. Catherine McKinnon nous a envoyé très généreusement un texte de 63 000 signes en anglais que vous avez reçu, et elle a joint à ce texte de 63 000 signes une traduction française que vous avez reçue aussi. Alors nous étions très honorés de l'ampleur de cette contribution et de ce texte, et de sa qualité bien sûr. Nous étions aussi un peu dans l'hésitation sur la façon de procéder, dans la mesure où l'ampleur de cette intervention aurait entraîné l'absence de discussion, la quasi-absence de discussion. Et comme ça, elle ne le sait pas forcément, je pense que Marie-Pauline Charton le lui a dit, mais comme nous avons beaucoup travaillé depuis plusieurs mois sur ses travaux, sur ses publications, sur ses articles, même sur certaines de ses conférences en ligne, nous avons vraiment très fortement envie de discuter avec elle. Et donc, nous lui avons proposé une démarche qui est tout à fait inusuelle, mais dans la mesure où vous avez reçu la version complète du texte et sa traduction, eh bien, nous avons proposé, et donc Catherine McKinnon a eu la gentillesse, l'élégance d'accepter. Nous avons donc proposé de donner une présentation synthétique qui a été produite collectivement par les gens qui sont à cette tribune, et particulièrement par Jean-Cassien Billier, de cette conférence de 63 000 signes, une présentation synthétique donc, de cette conférence qui s'intitule « Vers l'égalité des sexes, différence et domination d'un point de vue global ». Une présentation synthétique qui va être transmise en français par Marie-Pauline Charton. Catherine McKinnon a eu une version anglaise de ce texte. Donc nous avons effectivement mis les choses en place de façon assez précise. Donc on va d'abord donner une version française de cette présentation synthétique dans un quart d'heure à peu près par Marie-Pauline, un quart d'heure, 20 minutes par Marie-Pauline Charton, après quoi Catherine McKinnon aura un quart d'heure, 20 minutes pour réagir elle-même à cette présentation qui aura été faite de ce qui nous est apparu pour nous par rapport aux questions que nous avons travaillées pour préparer cette séance, le plus important, correspondent le plus à ce qui était à la suite de ce travail, nos attentes. Voilà. Donc je donne la parole d'abord pour cette présentation synthétique à Marie-Pauline Charton pour un quart d'heure, 20 minutes. Si je commence à distribuer plus généreusement chacune des séquences temporelles que nous avons attribuées, on n'y arrivera pas. Donc, petite vingtaine de minutes. Voilà. Merci. Donc, pour reprendre de manière synthétique donc le texte que la plupart d'entre vous ont reçu ce soir et présenter ses positions, la professeure donc, Catherine McKinnon défend la thèse selon laquelle le concept formel de l'égalité, développé par la philosophie politique classique, est largement insuffisant pour permettre de penser et de réaliser une égalité de genre. Ce concept formel de l'égalité est au fondement de l'approche juridique traditionnelle de l'égalité. Il est fondé sur la proposition aristotélicienne qui nous enjoint de traiter les cas semblables de façon identique et de façon différente les cas dissemblables. Ce concept formel de l'égalité est largement prédominant dans les droits nationaux et considéré en philosophie politique comme la signification même de l'égalité. Or, remarque la professeure McKinnon, les garanties légales de l'égalité ont été accordées depuis bien longtemps dans bien des endroits,
sans avoir été pour autant productrice d'égalité sociale. En réalité, je la cite, l'égalité aristotélicienne a été dans l'ensemble inutile dans les situations où l'égalité sociale n'était pas préexistante, c'est-à-dire là où l'égalité de droit est précisément le plus nécessaire. Ainsi, mettre fin à la discrimination sexuelle, qui prend la forme d'une violence contre les femmes en toute impunité, a par exemple été longtemps ignoré par l'approche traditionnelle de l'égalité. Dès lors, le besoin d'une alternative apparaît à partir du fait observable que plus l'inégalité sociale est généralisée, extrême et persistante, moins la théorie juridique conventionnelle de l'égalité a été efficace pour la rectifier. Madame McKinnon, la professeure McKinnon oppose alors au concept traditionnel de l'égalité formelle un concept d'égalité substantielle, tel qu'il a été développé par le droit, et notamment par le droit international, et qui serait le seul capable de rendre compte des phénomènes de domination à combattre. Ainsi, note-t-elle, la reconnaissance de la hiérarchie des sexes, en particulier dans les cas d'agression sexuelle, est internationalement devenue l'avant-garde d'un droit de l'égalité substantielle. Pour nous permettre de prendre la mesure de la pertinence de la conception substantielle et non formelle de l'égalité, la professeure McKinnon montre tout d'abord comment le droit de l'égalité des sexes aux États-Unis illustre les insuffisances de l'égalité formelle pour traiter la discrimination. Elle explique en effet que cette approche, qui prévaut aussi généralement en Europe dans le droit du travail, cherche à être un miroir rationnel de la réalité du sexe, c'est-à-dire ici de l'égalité ou de l'inégalité des sexes déjà existantes, et plus exactement considérées comme déjà existantes dans la société. Dans une telle perspective, si l'égalité entre les sexes est considérée comme déjà existante, il est par conséquent logique que le droit s'en fasse le miroir. Il est dès lors parfaitement compréhensible que si l'on considère que l'égalité entre les sexes existe déjà, seules quelques très rares femmes soient admises à exercer une profession largement dominée par les hommes. Cette élite de femmes est exceptionnellement admise à égalité avec le standard masculin. Au contraire, là où c'est l'inégalité sociale et juridique des sexes qui existe, comme c'est le cas pour la grande partie des groupes qui ne sont pas des élites et qui sont victimes de coups ou de viols en toute impunité juridique, je la cite, il est rationnel et égal que le droit soit aussi le miroir de cette réalité-là. Dès lors, et je la cite à nouveau, ne rien faire pour les femmes violées ou battues constitue aussi une inégalité, du moins selon cette conception. Lorsque des résultats inégaux sont basés sur l'idée qu'il n'y a pas en réalité de différence sexuelle substantielle, l'approche aristotélicienne peut fonctionner, et même correctement, remarque Catherine McKinnon. Mais lorsque l'inégalité est réellement généralisée et persistante, et est non pas une illusion mais un stéréotype qui s'est fait réel, incluant des conditions sociales pour le meilleur et pour le pire, cette approche tendra à ne pas produire d'égalité. Ce que la professeure McKinnon reproche vivement au droit des États-Unis, c'est sa fausse neutralité à l'égard des sexes. Le principe aristotélicien, enjoignant à traiter les cas semblables de façon identique et à traiter de façon différenciée les cas dissemblables, conduit en réalité le système juridique des États-Unis à un aveuglement volontaire aux différences de traitement induites par des rapports hiérarchiques, qui est une façon d'ignorer des inégalités réelles. Or, souligne Catherine McKinnon, la plupart des gens qui ont besoin d'égalité ne sont empiriquement pas les mêmes que les gens qui en bénéficient déjà. La professeure McKinnon critique en outre l'usage de la notion du consentement comme étant incompatible avec une approche égalitaire du harcèlement sexuel, en arguant du fait que le consentement est intrinsèquement un concept inégalitaire. Peut-être Mme McKinnon y reviendra plus tard. Il est donc nécessaire, selon elle, de penser l'égalité à partir de la différence de traitement et pour ce faire, de sortir du cadre aristotélicien et de son principe purement formel. Dans un second temps, dans cette présentation de ses positions, la professeure McKinnon se tourne vers la jurisprudence canadienne en matière d'égalité des sexes. Le contexte de départ est différent de celui des États-Unis, ne serait-ce que dans le cas de la pluralité linguistique. En effet, les Canadiens n'ont pas de difficulté, je la cite, pour comprendre que des personnes parlant français ou anglais devraient être traitées aussi bien les unes que les autres, sans devoir pour autant être les mêmes les unes que les autres. De fait, l'égalité substantielle et non simplement formelle a commencé à être comprise comme telle dans le droit du Canada dès 1989, dans la jurisprudence Andrews contre Law Society of British Columbia, qui rejeta explicitement le principe aristotélicien du traitement des cas semblables de façon identique et des cas dissemblables de façon différenciée, et le remplaça par une évaluation substantielle des désavantages historiques fondés sur des éléments concrets bien spécifiés,
tiré de l'examen de la réalité sociale et destiné à faire évoluer celle-ci. Catherine MacKinnon, après avoir donc développé, comme nous l'avons vu, une critique de la conception aristotélicienne de l'égalité qui prévaut dans une bonne partie du droit, reconduit une critique analogue à l'encontre de la conception kantienne de la dignité, qui sous-tend également nombre d'interprétations juridiques. En effet, estime la professeure MacKinnon, la conception kantienne de la dignité présuppose la condition d'égalité comme une précondition pour qu'un être soit rationnel et qualifié pour participer au royaume des fins, à travers lequel les lois universelles sont correctement élaborées. Le concept kantien de dignité présenterait en ce sens au moins 2 défauts rédhibitoires. En premier lieu, il tient pour acquis ce qui doit être créé, c'est-à-dire l'égalité. Et en second lieu, c'est un concept absolu, autrement dit un concept n'admettant pas de comparaison ou de prix, ce qui le rend inapproprié pour les situations d'inégalité qui sont intrinsèquement comparables et admettent souvent des réparations sous la forme d'un versement de dommages et intérêts. Le concept kantien de dignité est donc en ce sens inapproprié pour saisir des inégalités qui, comme celles des inégalités de genre, ne peuvent être décodées sans référence à une inégalité substantielle. Par exemple, le harcèlement sexuel ne peut être compris et condamné qu'à la lumière de l'inégalité substantielle et non au regard de la seule dignité abstraite. En revanche, l'interdit kantien de traiter autrui comme moyen pour nos propres fins, qui est une façon kantienne de définir la dignité, qui n'est pas explicitement utilisée par le droit, pourrait être d'un grand secours pour les femmes dans bien des situations. Elle permettrait par exemple de condamner la prostitution, ce que les partisans enthousiastes du concept kantien de dignité au sens étroit défini précédemment ne semblent pas avoir remarqué. On doit donc comprendre que l'approche substantielle de l'égalité n'est pas juste une variante de la doctrine principale de l'égalité. Cette nouvelle approche consiste en fait à commencer par se demander quelle est la substance de telle ou telle inégalité. Le point de vue central de cette nouvelle approche substantielle, et non formelle des inégalités, est que l'inégalité, entendue de façon substantielle, est toujours une relation sociale d'ordonnancement, de rang, sur la base d'un groupe ou d'une catégorie, considérée comme supérieure. Par exemple, pour décider si le droit de la prostitution est sexuellement discriminatoire, l'égalité formelle demande si la loi traite les hommes et les femmes de la même manière. Mais précisément, et c'est bien là tout le problème, je la cite, la loi traite à l'identique toutes les personnes prostituées, parce que la personne prostituée est traitée d'un point de vue formel, sans égard à son sexe, exactement comme si on traitait une personne qui mendie sous les ponts, indifféremment du fait qu'elle soit riche ou pauvre. Or, dans le cas de la prostitution, la plupart des personnes prostituées sont des femmes et la plupart des proxénètes sont des hommes. Être aveugle à cette différence, liée au genre, c'est donc s'enfermer dans une conception abstraite et formelle de l'égalité qui est incapable de rendre compte des phénomènes de hiérarchie et de domination et par suite de les combattre. Au contraire, dans la perspective de l'égalité substantielle, l'institution sociale de la prostitution, qui consiste à vendre des personnes pour leur sexe, est une activité genrée qui est fondamentale à la domination masculine. On voit bien la différence d'interprétation du même phénomène. Les inégalités doivent donc être lues sur l'arrière-plan des rapports de hiérarchie et de domination qui existent dans la société. Catherine MacKinnon souligne que l'essence de l'inégalité est que certains sont considérés comme valant intrinsèquement plus que d'autres, en vertu de quoi il apparaîtrait juste qu'ils soient socialement plus élevés les uns que les autres. La professeure MacKinnon analyse ce mécanisme à partir du cas du racisme, contre lequel on reconnaît aujourd'hui qu'il est impossible de démontrer la supériorité intrinsèque d'une race sur les autres, d'où il s'ensuit clairement que les inégalités fondées sur la race sont injustes, au sens où elles sont injustifiables. Ce que dit clairement le paragraphe introductif de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Or, remarque le professeur MacKinnon, la Convention parallèle sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies, ne contient aucun équivalent à ce paragraphe. Je la cite, « La discrimination sexuelle est en effet vue comme parfois acceptable, puisque la supériorité du sexe masculin sur le féminin est considérée comme une différence. » Plus précisément, en présentant l'opposition à la discrimination fondée sur le sexe comme un fondement moral plutôt qu'un impératif factuel, rien dans l'approche traditionnelle de l'égalité n'est fondé sur le fait de l'égale humanité à travers les groupes. Rien ne dénonce le sexisme comme un mensonge. Or, tout le problème est là. Si c'est un fait que les sexes sont également humains, l'inégalité sociale des sexes, je la cite encore, est alors une fausseté monumentale. Et puisque les sexes ne sont pas vus comme également humains,
il est nécessaire d'argumenter qu'il serait normativement souhaitable de les traiter comme s'ils l'étaient. Les systèmes des droits nationaux demeurent aujourd'hui encore essentiellement aveugles aux inégalités substantielles entre hommes et femmes. En revanche, soutient Catherine McKinnon, le droit international a ouvert la voie à une conception de l'égalité substantielle entre hommes et femmes. Dans les 20 dernières années, explique-t-elle, l'attention portée aux crimes commis contre les femmes en temps de paix comme de guerre, sous les principes du droit humanitaire ou du droit pénal international, s'est trouvée associée à la poursuite de la violence contre les femmes comme violation des droits humains pour produire le concept convergent de crime de genre. Donc je dresserai rapidement quelques étapes de progrès de ce droit international. La première grande étape a été constituée par le comité CEDAW qui, en 1993, a interprété l'interdiction de la discrimination contre les femmes dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, de façon à inclure la violence dirigée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui affecte les femmes en masse. Catherine McKinnon poursuit en montrant comment, dans la décennie suivante, les poursuites pénales internationales sont devenues des instruments pour revendiquer des droits humains sur la base du genre. En la matière, elle évoque plusieurs exemples nets manifestant une conception de l'égalité entendue de façon substantielle et non formelle. Donc, tout d'abord, la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes reconnaît la violence contre les femmes comme une manifestation des relations de pouvoir historiquement inégales entre les femmes et les hommes, comme une violation distincte des droits humains basée sur le genre et qui peut entraîner pour les femmes la mort ou des dommages et des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, que ce soit en public ou dans la sphère privée. Le protocole africain sur les droits des femmes également, qui interdit de façon similaire la violence contre les femmes et condamne la violence verbale ainsi que la violence contre les femmes dans la vie privée comme publique, en temps de paix, de conflit armé ou de guerre. Ce protocole prévoit également des droits économiques et sociaux, et notamment une garantie du libre contrôle par les femmes de leur fertilité. La Cour européenne des droits de l'homme également a été remarquable, je la cite, en appliquant un concept substantiel de l'égalité pour traiter du viol, de la violence conjugale et de la traite pour la prostitution. La manière dont le droit pénal international, à commencer par les tribunaux ad hoc destinés au règlement des conflits dans l'ancienne Yougoslavie et au Rwanda, a lui aussi construit une égalité des sexes substantielle. Enfin, le fait même que les Nations Unies adoptent de plus en plus une approche de l'égalité substantielle dans ses déclarations sur la violence contre les femmes. Ainsi, par exemple, en 2013, le Conseil de sécurité a émis une résolution qui situe l'inégalité de genre à la racine des conflits et qui fait de l'établissement de l'égalité de genre, conçue de façon substantielle, l'une des bases pour parvenir à une paix durable. À partir de quoi, il apparaît donc à Catherine McKinnon, pour conclure son propos, qu'un régime juridique apte à mettre fin au conflit entre les sexes et produisant une égalité des femmes et des hommes se démontrera peut-être capable de mettre fin au conflit et de produire l'égalité entre les hommes aussi. Merci beaucoup. Donc nous sommes parfaitement dans les temps, nous sommes même en avance sur nos temps de passage prévus. Donc j'en profite pour dire, je l'avais supprimé de ma présentation tout à l'heure, mais puisque nous avons un peu de temps, je le fais, que Catherine McKinnon va publier en français dans quelques semaines, enfin en mars je crois, en mars 2014, un ouvrage intitulé « Traite, prostitution et inégalité » qui paraîtra au Québec, chez un éditeur québécois. Et donc, pour avoir lu le papier de présentation de cet ouvrage, j'indique que ça devrait être absolument passionnant. Et donc, je vous invite à vous tenir au courant de l'apparition de ce livre, Traite, prostitution et inégalité, dans nos librairies, donc dans 2 mois à peu près. Voilà. Donc, je donne maintenant la parole à Catherine McKinnon pour préciser, réagir, nuancer, comme elle le souhaite, la présentation très synthétique, mais qui était nécessaire, de la conférence plus développée qu'elle nous avait transmise. Et merci beaucoup à vous et pour l'invitation et de tout d'arriver. Alors, seulement pour clarifier un peu la nature du projet de ce document, je décris ici ma critique du modèle fondamental de l'inégalité qui est utilisé dans la loi sur l'égalité, généralement. C'était très clair par Marie-Pauline, mais
c'est que l'inégalité formelle centrée sur la similitude et la différence. Et j'ai ensuite développé une alternative, l'égalité substantielle, qui reconnaît que le problème fondamental de l'inégalité est la domination et aussi, à l'autre côté, la subordination. Donc, hiérarchie. On dit ça, hiérarchie? C'est comme ça. L'égalité substantielle, cette idée, est un utile, que je suis en train de forger pour promouvoir l'égalité réelle des sexes d'une manière car je soutiens que l'égalité formelle ne le peut pas. Ça, c'est l'argument. Je décris alors où ce concept est utilisé dans le monde entier, certains nationaux, par exemple le Canada, plus international, et critique de notions régressives qui ont surgi dans ces applications. Et ils sont la dignité et le consentement. Les deux, le consentement, dans mon avis, est observé comme une notion intrinsèquement inégalitaire. Et la dignité, je ne serais pas nécessaire si l'égalité substantielle ont été entendues. OK, et ça, c'est un précis de tout le document et l'argument. Alors, les concepts, c'était très clair par Marie-Pauline et c'est complète, mais seulement, je pense que la centralité de sexual abuse, comment on dit ça? De l'abus sexuel. L'abus sexuel, it's necessary to underline this. Alors, il est indispensable de considérer que l'abus sexuel est à la base de toute cette réflexion. Il y a un problème originel qui est l'abus sexuel. Elle ne réfléchit pas sur l'égalité juste à partir de l'égalité en tant que concept abstrait, mais à partir d'un problème. Oui, absolument. C'est ça. Et aussi, la substance de la égalité substantielle ou de la inégalité, ça, c'est l'abus sexuel. Et donc, est nécessaire que la substance de l'abus sexuel is focused, comment se dit ça? Est compris comme étant au centre de la réflexion. Oui, ok, bon. Et c'est bon. Et deuxième, to underline further, in the substantive equality approach, equality is regarded as a fact, not as a value. Dans l'approche de l'égalité substantielle, l'égalité est un fait, ce n'est pas une valeur. That is, this is not an argument that we should value equality. Il n'y a pas à se poser de questions sur le fait de savoir si on devrait donner de la valeur à l'égalité. It is an analysis that any serious approach to equality recognizes that human equality is a fact first. C'est une approche que toute analyse substantielle de l'égalité doit reconnaître, que l'égalité humaine est un fait en premier lieu. Le troisième idée that I would highlight is the pattern of absence of
serious laws and effective law enforcement against real abuse in the way that it happens as an equality problem. Et la troisième chose sur laquelle elle voudrait insister, c'est la caractéristique de l'absence d'application des lois contre les abus sexuels. What this means is the standard distinction between negative rights and positive rights in legal systems does not adequately apply to the way sex discrimination is institutionalized in law. La distinction standard au niveau juridique entre les droits positifs et les droits négatifs ne sont pas It's not adequately ne sont pas correctement compris Compris. par la question des abus sexuels en droit. in the way that sexual abuse is institutionalized or inequality is institutionalized in law. Compte tenu de la manière dont l'inégalité est institutionnalisée dans le droit lui-même. Oui, c'est comme ça. Okay. And the fourth point I would underline is that Europe has a arguably new sex equality developing in the European Court of Human Rights, but also reflected in France's consideration of the Swedish model on prostitution. Le quatrième point sur lequel elle voudrait insister, c'est le développement de l'égalité sexuelle en Europe, qui est reflété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi compte tenu de l'évolution du droit pénal français quant au modèle suédois par rapport à la prostitution. So in this combination of the national consideration in France of this approach, its institutionalization in Sweden, with international developments in Europe on domestic violence, rape, and sex trafficking, is a beginning recognition of a substantive equality theory. Donc le début de la reconnaissance d'une théorie de l'égalité substantielle est démontré par la combinaison de la considération nationale, de l'évolution du droit français quant à la pénalisation des clients de la prostitution, de l'institutionnalisation du modèle suédois et de l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur les violences conjugales, le viol et la traite sexuelle. Oui, c'est trafic. Oui, traite. Oui, moi je... Alors, c'est bon, traite. I would say traffic. Yeah, okay. Alors, c'est tout. C'est bon. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour ces précisions. Écoutez, nous allons donc passer maintenant à une deuxième étape qu'on va pouvoir développer largement, qui est donc l'étape de la discussion. Alors, je vais commencer. Je vous ai transmis 3 questions que j'ai résumées pour les présenter oralement. Donc voilà mes 3 questions. Je les énonce l'une derrière l'autre et puis si vous voulez, vous répondez à l'ensemble. Oui. Hein, comme vous voulez. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, d'abord, première question. Votre analyse fait apparaître que l'égalité est partout un idéal, mais qu'elle n'est à peu près nulle part réalisée, comme on le voit d'ailleurs, j'ajoute ce point, dans l'indice du développement humain, l'indice du PNUD, où on voit que les inégalités hommes-femmes sont universelles. Donc l'égalité n'est jamais réalisée intégralement dans la réalité sociale. Pourtant, verser cela au dossier, nous considérons, si nous considérons les progrès, disons, les avancées du droit depuis un demi-siècle, depuis 1945, 1950, 1960, si nous considérons les progrès du droit dans les pays développés, depuis un demi-siècle ou un peu plus, il semble délicat, difficile de ne pas évoquer, je le disais à l'instant, précisément un progrès. Un mouvement qui va dans le sens
de l'égalisation, une égalisation partielle, mais une égalisation des relations de genre. Et donc ma première question, que je vais préciser un tout petit peu, c'est de savoir pourquoi, pour quelle raison ne pas enregistrer et puis identifier cette réalisation progressive du processus d'égalisation. Pourquoi ne pas enregistrer cette réalisation progressive du processus d'égalisation, avec du coup, comme autre dimension de cette question, je pense évidemment, en évoquant cette réalisation progressive, à l'accès au droit de suffrage, à l'accès des femmes au droit de suffrage, en France en 1945. Je pense à l'accès à une contraception légale, l'accès à l'avortement, le droit à l'avortement, etc. Donc toute une série d'éléments qui ont correspondu à des transformations, par exemple entre la génération de mes grands-parents, de mes grands-mères, et la génération des jeunes femmes actuelles, à des transformations tout à fait considérables. Donc dans ce cas-là, non seulement pourquoi ne pas enregistrer cette évolution comme un progrès, et puis du coup, vous êtes juriste et vous vous êtes battu, engagé très fortement sur le terrain du droit, dans la lutte pour le droit des femmes, au plan national et international. Donc, quel statut accordez-vous au droit et au progrès du droit, au droit et à ses progrès? Est-ce que, pour considérer que ces progrès acquis sur le terrain juridique n'invalident pas votre diagnostic d'ensemble, est-ce que vous estimez que le droit n'est qu'une superstructure de la domination? Et si c'est le cas, si vous considérez que le droit est simplement une superstructure de la situation, pourquoi lui accorder tant d'importance et de signification, et notamment aux avancées du droit international? Première question. J'enchaîne avec mes deux autres questions. Deuxième question, à propos de votre référence à Aristote et à la conception aristotélicienne du droit. Comme on l'a rappelé, comme vous l'avez indiqué dans votre conférence et comme on l'a rappelé dans la présentation synthétique qui en a été faite, à chacun ce qui lui revient. Et traiter différemment là où il y a des différences, traiter identiquement là où il y a identité. Donc, vous accordez à cette conception aristotélicienne du droit une très grande importance pour exprimer, même si c'est pour la critiquer, mais pour exprimer l'état et le fonctionnement du droit dans les sociétés contemporaines, notamment dans ce que vous appelez souvent nos sociétés. Alors je trouve cette approche en termes aristotéliciens déconcertante parce que cette approche aristotélicienne, cette conception aristotélicienne du droit nous est devenue étrangère. Elle nous est devenue étrangère parce que, au fond, elle suppose que les êtres humains soient conçus comme porteurs de droits et de libertés distinctifs, cela en raison ou en fonction de leur nature. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ajoute cet élément à ma question concernant l'usage que vous faites de cette référence à Aristote. Pourquoi identifier la conception aristotélicienne du droit comme formelle, dans la mesure où la conception aristotélicienne du droit fait plutôt référence, de fait, dans la façon même dont vous la présentez, à la nature des êtres, à la nature différenciée naturellement, à la différenciation naturelle des êtres humains. Donc, pourquoi vous servir d'Aristote aujourd'hui ? Pour poser ma question encore d'une autre manière, cette deuxième question, est-ce que vous considérez que dans ma question écrite, je disais, pourquoi est-ce que vous considérez que les inégalitaristes contemporains, ceux qui défendent d'éventuelles inégalités, sont aristotéliciens, le font par référence à Aristote? Et puis troisième question, c'est à propos donc de toute la partie extraordinaire de votre conférence sur les avancées du droit international. Donc là, j'ai deux sous-questions, si vous voulez, deux interrogations à l'intérieur de cette troisième question. La première reprend une des questions qu'avait transmise Julia à propos de la justice, de la forme corrective de la justice. Même si on estime que la justice corrective, la forme corrective de la justice, a une forte efficacité symbolique,
par exemple, par rapport à l'opinion publique internationale, est-ce que cette justice corrective, une telle justice corrective, peut être conçue comme suffisant à transformer, à faire bouger les pratiques des injustices de genre, des injustices liées au genre, notamment dans les relations au sein du couple et au sein de la famille. Et puis, d'autre part, toujours dans cette dernière question, que pensez-vous de ce qu'on appelle aujourd'hui les questions de justice globale quand elles sont appliquées aux femmes ? Ces questionnements, en termes de justice globale, considèrent plutôt la manière dont les inégalisations subies par les femmes consistent au plan global, au plan mondial, en ceci que le statut et la qualité de vie des femmes varient selon les régions du monde. Elles varient, par exemple, selon que les femmes dont il s'agit sont des femmes qui habitent à New York, à Paris, ou à Kinshasa, ou encore en Inde. Selon des variations qui font que la teneur des inégalisations qui affectent la vie des femmes se joue aussi dans la relation entre les pays riches et les pays pauvres, entre les régions riches et les régions pauvres du monde, ou encore, on peut le dire comme cela, entre les pays humainement développés en termes de développement humain, et les pays faiblement développés en termes de développement humain. D'où, c'est aussi mon interrogation, d'où se déduit la perspective de politique d'égalisation concernant les femmes, ne se réduisant pas à la réduction des inégalités hommes-femmes, qui sont évidemment très graves, très importantes, qu'il faut absolument réduire, supprimer, abolir. Là-dessus, il n'y a pas de discussion envisageable. Mais ce que je voulais simplement vous demander, c'est si vous ne considérez pas qu'il faut aussi inclure aux politiques ou aux pratiques d'égalisation des politiques de développement, au sens du développement humain, engageant une autre approche plus globale qu'internationale et que sociale, complétant et relativisant celle que vous pratiquez. Qu'en pensez-vous et considérez-vous que la justice corrective internationale, telle que vous la décrivez à travers les cours de justice internationale que vous avez évoqués, va influer, va avoir un effet, un impact sur les injustices globales, qu'elle va croiser, la justice corrective, qu'elle va croiser et intégrer les exigences de la justice globale concernant le statut et la qualité de vie des femmes. Voilà donc les trois questions, la dernière se dédoublant, que je vous avais transmise et que je vous ai à nouveau posée. Bon. Merci. I do concede that there has been some progress for women. Je conçois qu'il y a eu des progrès pour les femmes. And I observed in the paper that equality law is useful particularly for elites in making some such progress. Et j'observe dans le document qui vous a été communiqué que ces lois sont particulièrement utiles pour les élites pour lesquelles cela a permis quelques progrès. What is particularly interesting about the examples in Professor Reynaud's question, some of which he left out when he explained it, is how few of them, the examples of progress, have anything to do with equality law. Ce qui est frappant dans les exemples qui ont été cités dans la question, certains d'entre eux n'ayant pas été cités ce soir mais ayant été écrits, c'est combien peu ces exemples reflètent ou ont quoi que ce soit à voir avec ce à quoi ressemble un droit de l'égalité. For example, the right to abortion has not been guaranteed under sex equality. Par exemple, le droit à l'avortement n'a pas été donné sous une notion de droit à l'égalité, d'égalité des sexes, pardon. Nor have rights for gay and lesbian couples been guaranteed as sex equality rights.
ni les droits pour les gays et les lesbiens n'ont pas non plus été reconnus comme des droits à l'égalité des sexes. And actually, some of the progress which has happened in the labor market has been achieved through sex equality, but as was recognized, it's not complete. En fait, en matière de droit du travail, donc sur le marché du travail, certaines évolutions ont été obtenues sous des questions de droit à l'égalité des sexes, mais comme cela a été remarqué, il y a encore beaucoup de travail. So yes, as I recognized, Aristotelian equality can do some things for some people, but mainly only if they have already done it for themselves. Donc oui, comme je le reconnais, la conception aristotélicienne de l'égalité peut faire certaines choses pour certaines personnes, mais seulement pour ceux qui l'ont déjà fait pour eux-mêmes. It's not because I think that law is superstructural that I don't think that it actually has some independent real power. Ce n'est pas parce que je pense que le droit est superstructurel, mais c'est parce que je pense qu'il a effectivement un pouvoir indépendant. I call myself post-Marxist because I read Marx and took it seriously. Je me dis post-marxiste parce que j'ai lu Marx et je l'ai pris au sérieux. And my approach to philosophy, particularly for women, is based on an understanding of the methodology that was created in the Marxist tradition. Et ma philosophie, en particulier aux femmes, est basée sur une compréhension qui est issue de la méthodologie marxiste. The idea of being post something is that you take it on board with you and then you go forward. L'idée d'être post quelque chose, c'est de le prendre avec vous et ensuite d'aller plus loin. So I would say that law is a particular form of power that can, if the appropriate approach is taken, make real progress more than has been made. Je pense que le droit est une forme particulière de pouvoir qui, si elle est utilisée de manière appropriée, peut faire plus de progrès que ce qui a été fait jusque-là. And the substantive equality approach is designed to change women's situation not just for elites, and not only when women have already achieved that equality themselves. L'approche de l'égalité des sexes est faite pour changer la situation des femmes, non seulement les élites et non seulement les femmes qui l'ont réalisée pour elles-mêmes. So this equality theory is designed to interact women in motion, women moving, with a legal system that responds to those demands. Donc cette théorie est créée dans l'intérêt des femmes qui est en mouvement avec un système juridique qui lui-même est en mouvement. The idea being it's an interaction between women demanding for the first time that the legal system respond to them and the response of that system. L'idée, c'est de voir l'interaction entre les femmes qui, pour la première fois, demandent quelque chose dans le système juridique et d'avoir ensuite le système juridique qui, effectivement, leur réponde. And particularly that this happens in the area of sexual abuse. Et spécifiquement dans le domaine de l'abus sexuel. Okay. The second question
is the reason that I focus on the Aristotelian approach is because that in general is the one the law uses. Par rapport à la deuxième question, la raison pour laquelle j'insiste tant sur cette approche aristotélicienne, c'est que c'est l'approche ou la conception utilisée par le droit. Et j'adore la critique qu'a donnée professeur Reynaud de aristotélien. Tous les juristes ought to read it. Et j'adore la critique qui a été donnée par le professeur Alain Renaud de cette conception et tous les juristes feraient bien de la lire. But they haven't yet. Mais ils ne l'ont pas encore fait. So between you and me, we will make clear to them what is wrong with it. Donc entre vous et moi, nous allons leur faire apparaître quel est le problème avec celle-ci. So I am only observing the location and the consequences of the use of this concept in existing law, and also then the places where it is being transformed and abandoned. J'observe seulement l'existence de ce concept dans la loi existante et les lieux en lesquels il est transformé et abandonné. And of course, what I'm talking about is what the legal system has made of Aristotle. He's not around anymore. Évidemment, ce dont je parle, c'est ce que le système juridique a fait d'Aristote. Il n'est effectivement plus là. Il est mort. Il y a un Dieu, il est mort. But it is striking how close to Aristotle's obsolete conceptions the law has remained, equality law especially. Mais il est frappant de voir à quel point proche de la conception des conceptions absolues d'Aristote, le droit a demeuré. Bon. Et pour la troisième question, I don't mainly theorize corrective justice or global justice. As I said, I am forging an equality tool to be used any place there is an equality law. Je ne théorise pas les questions de justice corrective au global. Je forge un outil d'égalité à être utilisé partout où il y a un droit de l'égalité. One issue that's implied by Professor Reynaud's third question is basically why international law? My analysis is an observation, a set of observations of what is being done in international law. It's, not a reflection of some abstract enthusiasm that I have for it. L'un des problèmes qui est soulevé par la troisième question d'Alain Renaud, c'est pourquoi le droit international ? Mon analyse est une observation de ce qui était fait, de ce qui est fait en droit international. Ce n'est pas une réflexion sur ce qui est. What I think is interesting to explain there, although I don't in this paper, is why it would be the case that international law has so relatively quickly embraced this substantive equality approach, particularly in situations of sexual assault. Ce que je pense qu'il serait intéressant d'explorer, c'est pourquoi le droit international a si rapidement pris en compte cette approche substantielle d'égalité, et particulièrement en matière d'agression sexuelle.
And I think the reason is that it seems to help men get far away from the men who are abusing women to be able to see that what is happening is abuse. Et je pense que la raison est qu'il semble que cela aide les hommes à fuir les hommes qui aident les femmes de voir l'abus. So long as they aren't right next to the man who is abusing her so that he can reach them, they're more likely to be able to see what he's doing. Lorsqu'ils sont près d'elle, lorsqu'ils sont près des hommes qui est en train de l'agresser, ils peuvent voir plus près ce qu'il est en train de faire. Right. That's exactly. Yeah. Yeah. C'est vrai. Which it's not just that it's international. It's that the way jurisdiction is structured, the further away you get, the more you go into a different jurisdiction. So, for example, you're at home, you have no recourse. You go outside the home, you try to get help there. If that doesn't work, you go to the state. If the state doesn't work, you go to the region. If the region doesn't work, you're always climbing to some higher man in an attempt to get accountability. It's the legal structure of jurisdiction. Yeah. Ce n'est pas seulement que c'est international, c'est la manière dont les juridictions sont structurées. Plus loin on va du lieu, plus est différente, plus loin on s'éloigne du lieu où a lieu l'abus, plus est différente la juridiction. Lorsque vous êtes à la maison, vous n'avez aucun recours. Lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez aller dehors. Lorsque vous êtes dehors, vous pouvez aller auprès de l'État. Lorsque vous êtes auprès de l'État, vous pouvez peut-être aller auprès de la région. Et ainsi de suite. Et donc, le plus haut vous pouvez aller, plus vous pouvez tenter de trouver reconnaissance. But say you start in the home and then you go and then you go and then you go, yeah? Okay. So the idea of international corrective justice is a whole other set of concepts than the ones I'm dealing with. It's other people's ideas that having that idea can help promote certain particular changes. But what I'm interested in is actually creating tools that will make those changes real. Donc l'idée de la justice corrective internationale est un tout autre concept que celui avec lequel je travaille, qui émane des idées d'autres personnes, alors que moi, qui émane d'idées d'autres personnes qui veulent promouvoir du changement, alors que mon approche est de créer des outils pour justement réaliser ce changement. Oui, c'est tout. Merci. Si vous voulez bien, je vais reposer une question et demander à Marie-Pauline Chartrand, cette fois-ci, de la traduire. Je vais reposer une question. Donc, je voudrais qu'on distingue bien. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la troisième question que je vous avais posée et vos réponses sur le droit international. Je voudrais qu'on distingue bien la question de la justice internationale ou du droit international et la question de la justice globale. Je vous ai posé une question sur la justice globale, pas sur le droit international. Donc je voudrais bien préciser ce que signifie cette question. La question de la justice globale, c'est la question de savoir ce qu'il faudrait qu'il se produise pour que non pas une société soit juste. Par exemple, quant aux relations entre les hommes et les femmes au sein de cette société, mais ce qui devrait être fait pour que le monde soit juste, et notamment du point de vue
des différences de conditions de vie et de qualité de vie qui sont celles des femmes, par exemple au Burkina Faso et en Suède. Alors je pose ma question très précisément et je demande à Marie-Pauline de la traduire. J'ai le sentiment que vous postulez, ce qui pour moi est un grand sujet d'interrogation, mais j'ai le sentiment que vous postulez que si on réussissait, ce que je souhaite ardemment, à égaliser les hommes et les femmes dans chaque société, cela réglerait ipso facto la question de justice globale qui fait que la condition de vie des femmes en Afrique subsaharienne et les conditions de vie ou la qualité de vie des femmes en Suède ou aux États-Unis sont très différentes. Or, je ne suis pas certain que les deux questions se résorbent l'une dans l'autre. C'est-à-dire que, voilà, ce que je voudrais vous demander, c'est s'il n'y a pas à envisager deux processus d'égalisation. D'une part, un processus d'égalisation des hommes et des femmes en justice sociale dans chaque société, ce qu'encore une fois, nous souhaitons tous. Et puis d'autre part, un autre processus d'égalisation qui serait celui des conditions de vie ou de la qualité de vie des femmes dans des régions du monde aussi dissemblables que l'Afrique subsaharienne et, par exemple, l'Europe du Nord ou l'Amérique du Nord. Et est-ce qu'il est certain, est-ce qu'on est absolument certain, est-ce qu'on a véritablement un argument pour être sûr que la disparition des inégalités entre les hommes et les femmes dans telle ou telle société réduirait la question des inégalités globales entre la qualité de vie des femmes dans des régions du monde dont les unes sont extrêmement pauvres et les autres extrêmement riches. Quel est l'argument qui permet de penser que, non seulement, bien sûr, il y a une articulation entre les deux processus d'égalisation, je pense qu'il y a une articulation, mais quel est l'argument qui permet de penser que la question de la justice globale, eu égard aux qualités de vie des femmes dans des régions différentes du monde, sera réglée par la résolution du problème des inégalités sociales entre les hommes et les femmes. Tenez, je vous donne ça. I think I understand the question. Okay. Yeah. And you know, if I don't answer it, you can reassert the question. Yeah. Okay. The concept of global justice and the notion of reducing or eliminating the vast inequalities that exist around the world between countries, between regions, in resources, in wealth, in power. The question, as I understand it, is what is the relation of my equality theory to that reality? C'est vrai? People understand this? Okay, say that again. Le concept de la justice globale et la notion de diminution, voire d'élimination de la très large inégalité à travers le monde entre les pays, entre les régions, en termes de richesse, en termes de ressources, et la question, c'est-à-dire quelle est la relation entre ce concept et mon travail sur l'égalité des sexes. C'est bien ça la question? It's the question. Oui, Bon. d'accord. And in particular, the domination of some parts of the world over other parts of the world. Yeah? En particulier, la domination de certaines parties du monde sur d'autres parties du monde. Now, legally speaking, there is no legal structure that guarantees equality among countries. Maintenant, juridiquement, il n'y a pas de système juridique qui garantit l'égalité entre les pays. So there is no
legal equality guarantee to use to produce global justice in the totality of the way the question was framed. Donc, il n'y a pas de système de garantie juridique à utiliser pour réaliser la justice globale, compte tenu de la manière dont la question a été posée. However, the theory does apply wherever there's a hierarchy. Cependant, la théorie applique partout où il y a de la hiérarchie. So it's based on the relation of women and men, but women and men are part of every other inequality that exists in the world. Donc c'est basé sur la relation des hommes et des femmes, mais la relation des hommes et des femmes, mais ces relations des hommes et des femmes sont parties de toutes les autres inégalités qui existent à travers le monde. So I see this theory as a force for global justice on a level that is not legal. Donc je vois cette théorie comme une force pour la justice globale à un niveau qui n'est pas juridique. But at the same time, it provides a possible tool for people who work at all levels, socially, politically, in organizing, through media, everything, to understand systems of domination as violations of human rights. In fact, in particular, the human equality right. Mais en même temps, cela fournit un outil possible pour travailler à tous les niveaux, au niveau social, politique, au niveau médiatique, pour comprendre le système de domination comme une violation des droits humains, en fait, comme une violation des droits humains à l'égalité. Does that address the question? Merci. Écoutez, nous allons passer à une deuxième vague de questions, où cette fois je vais ne plus intervenir. Donc la première question sera posée par Marie-Pauline Chartron. Je indique l'ordre. On va cette fois-ci faire un fonctionnement question-réponse, question-réponse, si vous voulez bien. Donc tout d'abord Marie-Pauline. Merci. Donc je vous demanderai si vous accepteriez une telle formulation. Toutes les inégalités pourraient se réduire à des inégalités de genre. Toutes les inégalités de genre se rapportent à un rapport de domination. Par conséquent, toutes les inégalités pourraient se rapporter à une forme de domination. Si vous acceptez ce cadre de pensée, au sein d'une théorie générale des inégalités sociales, quelle origine vous attribueriez à cette domination ? Et vous avez dit dans un article que vous aviez votre petite idée sur cette origine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Je n'ai pas la référence exacte. Ok, bon. Dans un entretien. Je ne me souviens pas ça. Bon. Ok, c'est tout? Yes. Ah oui. Ok. Je pense non, oui et oui, mais non. Alors, no, I do not think that all inequalities reduce to gender dominance, she said. Non, je ne pense pas que toutes les inégalités peuvent être réduites à l'inégalité de genre. I do think that the sexual dynamic of gender inequality is present in all inequalities. Je pense que la dynamique sexuelle de l'inégalité est présente dans toutes les inégalités. I like that part. Never said that very clearly before.
Do all gender inequalities relate to domination? I say yes. Est-ce que toutes les inégalités de genre ont trait à la domination? Je dis oui. They are all practices of domination, forms that domination takes, or they're not gender inequalities. Ce sont toujours des pratiques de la domination, des formes que prend la domination qui ne sont pas des inégalités du genre. Yeah, and as to number 3, therefore all inequalities relate to domination. I say yes, but that's not a therefore at all. It has nothing to do with the place of gender in anything. It has to do with the nature of inequality, which is, according to me, always a hierarchy. An inequality is not like this with some more and some less, according to Aristotle. It's like this. He's got the wrong picture. So if it's like this, somebody's here dominating somebody down here who's being subordinated. C'est comme ça. Donc toutes les inégalités pourraient être réduites ou reliées à la domination. Je dis oui, puisque c'est toujours une hiérarchie. Je pense que vous avez compris Oui. le schéma. Mais ce n'est pas pourquoi c'est tout et des genres, c'est pourquoi tout est des dominations. Oui. Ce n'est pas pourquoi est-ce que tout est une question de genre, mais plutôt pourquoi tout est une question de domination. Oui. So, a general theory of inequality says that inequalities are systemic disadvantage. And now the question about origin. Yeah. Donc la théorie générale de l'inégalité dit que toutes les inégalités proviennent d'un désavantage systémique. But first, it doesn't matter what framework. I mean, there's no relation between the framework you use and whether you have an origin theory. Mais il n'y a aucune relation entre le cadre que vous utilisez et une théorie des origines. I really don't have an origin theory, and I don't think I need one. Je n'ai pas de théorie des origines, vraiment, et je ne pense pas en avoir besoin. Origin theories postulate that the reason inequality exists today is because there was some one original day on which something particular happened. Les théories de l'origine postulent qu'il y a une raison pour laquelle l'inégalité existe aujourd'hui, cette raison qui serait en fait productrice de l'inégalité. And my view is that may be true or it may not be true, but it doesn't matter. Mon opinion, c'est que c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, et en fait, ça n'importe pas. We don't have to undo whatever may have done it first to undo it today. Nous ne devons pas défaire ce qu'il a peut-être fait en premier lieu pour le défaire aujourd'hui. The reason is because what makes it exist today is what is being done today. La raison, c'est que ce qui l'a fait exister aujourd'hui, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Doesn't anyone read Foucault but me? Est-ce que personne ne lit Foucault mais moi? It's inequalities of power are in everything. They're all around you, and they are being created every minute and recreated every minute. That means they can be uncreated any minute. L'inégalité de pouvoir sont partout autour de vous. Elles sont créées et recréées à chaque instant. Juste une petite précision sur... Il ne s'agissait pas d'origine historique, bien sûr, mais simplement comment dire,
déconstruction ou de la généalogie des mécanismes de domination, donc Ah dans les oui. dominations sexuelles. Ça, j'ai des hommes écrit sur les en femmes. livre de ça. Oui, all right. C'était juste pour préciser. que c'est- Well, c'est pas sure. une origine historique. Yeah, I don't call it an origin, though, because origin theories are back in the dim, distant reaches of time in which people lived in caves, you know, and they never explain why the strong women didn't get together with the strong men and create the state, you know. Les théories historiques de l'origine sont là très loin dans les caves et n'expliquent jamais pourquoi est-ce que les femmes fortes n'ont pas retrouvé les hommes forts et créé un État ensemble. These are good for novelists and science fiction writers, but I don't think for social theorists or activists. Anyway, I will answer your question in a minute. Ces histoires sont bonnes pour les romanciers et les écrivains de science-fiction, mais pas pour les théoriciens de la société. But yes, I think that sex inequality is sexual. Mais oui, je pense que l'inégalité des sexes est sexuelle. And the next book that Édition des Femmes is going to translate of mine, I think, will present that argument. But go ahead. Mais le prochain livre que l'édition des femmes va traduire, je pense, va présenter cet argument. And the reason that I focus my work on sexual abuse is because I think sex inequality is sexual. The reason I have a equality theory of sexual abuse is because I think that if we recognize what's happening there and undo it, that something extremely important will be changed. Et la raison pour laquelle je centre mon travail sur l'abus sexuel, c'est parce que je pense que l'inégalité sexuelle est sexuelle. Si nous la reconnaissons et si nous la défaisons, alors quelque chose sera changé. Does that make sense? Yeah, okay. It also relates to the general theory question, though, which I did answer, which is, I do think there is a sexual dimension to all inequalities. I think there's a sexual dimension to racism that's obvious. There's a sexual dimension to class and poverty inequalities. That isn't all there is there, but it is there. Cela est aussi lié à votre question sur la justice globale. Je pense qu'il y a une dimension sexuelle à toutes les inégalités raciales, de classe. C'est tout ce qu'il y a là-bas. That it isn't all there is. Mais ce n'est n'est pas pas tout. tout ce qu'il y a. Pardon. Mais c'est là. Ok. Merci beaucoup. Julia Pozzi. Merci. Je voulais vous poser une question. Dans votre analyse, vous donnez beaucoup d'importance à la dimension corrective de la justice, même si vous venez en fait de la distinguer de votre approche en disant que vous produisez plutôt des outils. Mais en tout cas, cette dimension corrective de la justice, ainsi que les outils que vous proposez, devraient idéalement mener à une égalité substantielle entre les hommes et les femmes, en s'attaquant à ce que vous appelez la substance hiérarchique de l'inégalité. Donc, je voudrais vous demander si vous établissez une relation quelconque entre votre démarche, votre approche, et l'approche par les capacités qui est défendue par Amartya Sen et Martha Nussbaum. Voilà. Voilà. No. Je pense que no. But not because it isn't perfectly fine theory. It's just that substantive equality is not a liberty theory, and also it doesn't need a capabilities approach. It doesn't give it anything, I think.
Non, mais pas parce qu'il ne trouve pas sa théorie, mais juste parce que la théorie de l'égalité substantielle n'est pas une théorie de la liberté, et aussi parce qu'elle n'a pas besoin de l'approche de la capacité. I don't have to explain why all people on a group basis have essentially equal capabilities. When you have an equality guarantee, that's already assumed. Je n'ai pas à expliquer pourquoi toutes les personnes d'un groupe ont les mêmes capacités. Lorsque vous avez une théorie de l'égalité, c'est déjà présupposé. Ok. Marion Fillaume. Marion, si tu veux. Je pense qu'il faut que tu t'approches parce que il ne s'approchera pas. Ah oui. Ah, voilà le micro. Ah, voilà. Très, très bien. En dessous. Ça marche, hein? C'est bon. C'est bon. Oui. Alors, moi, j'avais une autre question. Si l'on admet, comme vous le dites, qu'il existe un système global et général de la domination, un schéma suivant lequel les hommes chercheraient partout et toujours à dominer les femmes, un système vraiment global qui préexisterait, est-ce que le droit, qui instaure des lois précises et spécifiques, donc toujours particulières, serait vraiment à même de régler, de lutter contre ce système global? Est-ce que la lutte juridique est un moyen vraiment efficace de lutter contre ce système global de la domination? Et sinon, quels autres comportements et réponses peut-on envisager à part passant pas forcément par le droit? Okay, I think she said that. Okay, bon, oui, c'est possible. We're doing it. Why not? That is, this system has been put in place by people with power, and it is possible to organize other forms of power, as well as some of the power that it has used to take it apart. Oui, c'est possible et nous sommes en train de le faire. Pourquoi pas? Le système a été mis en place par des personnes avec des pouvoirs et il a été organisé. Il est possible donc d'organiser un autre système, de détruire ce qui existe et pourquoi pas de créer ce système égalitaire. It always seems impossible to fight against organized power until you win. Ça semble toujours impossible de s'organiser contre un pouvoir organisé jusqu'à ce que vous gagniez. And I think that using law is just one means for this struggle. Lutte. Et je pense qu'évidemment, utiliser le droit est juste un moyen pour cette lutte. But I do think that if the right problems, the core practices are addressed, in which I would include rape and prostitution, that law can be an effective tool in this fight. Mais je pense que si le bon problème, les pratiques cardinales sont prises en compte, c'est-à-dire en incluant bien sûr le viol et la prostitution,
le droit peut être un outil effectif dans cette lutte, un outil efficace, dans cette lutte. But no, it's not enough. Pas assez. It's not complete. It's not sufficient alone. Mais non, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant tout seul, c'est-à-dire seulement le droit. Other approaches are everything. Everything. You know, women organize in every way. Women come together to change this in every level. And without all of that, it won't change. I'm only talking about this one tool that is actually beginning to work after all these years. Les autres approches sont partout, vous le savez. Les femmes s'organisent de différentes manières. Les femmes se réunissent avec différents outils. Et sans cela, il n'y aurait pas de changement. Je suis seulement en train de parler d'un outil qui est en train de fonctionner après toutes ces années. There is a phrase that describes what the legal system is supposed to provide. That phrase is a government of laws, not of men. And we need that very literally. Il y a une proposition qui décrit ce qu'un système juridique est censé faire, un gouvernement du droit et non pas un gouvernement des hommes, et nous avons besoin de cela littéralement. Ok. Merci. Jean-Cassien Billier, qui va prendre son temps. Oui, bonsoir. Je vais vous transmettre mes questions. Également une question qui a été transmise par notre collègue Denis Labalme, qui est dans l'assistance. Donc, je commence par ma première question qu'on vous a transmise. L'égalité substantielle, l'égalité pleine et entière que vous appelez de vos vœux, correspond-elle à un futur ou à un idéal qui sera neutre du point de vue du genre, ou bien à un futur ou un idéal qui prenne correctement le genre en compte? Dans ce dernier cas, que resterait-il du genre, une fois la domination et la hiérarchie abolies? Du genre, en d'autres termes, que faudrait-il correctement prendre en compte? I first wonder what is at stake in the question. Je me demande en premier lieu quel est l'enjeu de la question. That is, do we need to know the answer to this in order to stop rape? Ce qui signifie, est-ce que nous avons besoin de répondre à cette question pour arrêter le viol? My own view is that in a sex-equal future in which there was no rape, that gender would not mean what it means today. Mon opinion personnelle, c'est que dans un futur d'égalité des sexes, dans lequel genre ne signifie pas viol, il n'y a plus de même signification donnée au terme de genre. Whether it would mean anything and what it might mean would be up to people then to create. Si cela signifie quoi que ce soit, et ce que cela pourrait signifier, c'est la responsabilité des personnes de le créer par la suite. I am enough of a materialist to think it is a very bad idea to attempt to create futures based on unequal present. Je suis suffisamment matérialiste pour penser qu'il est une tentative assez mauvaise de tenter de créer le futur sur un présent inégal. But I don't think I need to know what gender might look like without rape in order to stop it.
Mais je ne pense pas devoir imaginer ce à quoi le genre ressemblerait sans le viol pour l'arrêter. Le viol. Merci. Je vais vous transmettre la question donc de Denis Labalme, qui était une question qu'on vous a transmise ensuite dans la journée sur la question du consentement. Si la notion juridique du consentement des femmes est un mensonge, construit par la domination masculine, faut-il alors que l'État interdise aux femmes de consentir à certains actes, notamment la prostitution ou la pornographie? Mais une telle interdiction faite par l'État aux femmes ne risque-t-elle pas d'être elle-même une forme de violence faite aux femmes? À quelles conditions, au final, un consentement peut-il, selon vous, être légitime? My point about consent is that it is intrinsically not an equal concept. Ce que je veux dire sur le consentement, c'est que ce n'est intrinsèquement pas un concept égal. It was originally created to legitimize the state in its rule over people within it. Cela a été originellement créé pour légitimer le rôle de l'État dans sa manière de gouverner les personnes, les citoyens. It's about the relation between rulers and ruled. C'est à propos de la relation entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. This is a hierarchy. C'est une hiérarchie. It does not belong in an equality theory. Cela n'appartient pas à une théorie de l'égalité. When sex is had that a woman actually wants, no one ever talks about consent. Lorsque le sexe est eu par une femme qui le veut, alors personne ne parle de consentement. I would also point out that the French law of rape does not have in its definition of rape a consent element. J'insisterai aussi sur le fait que la loi française contre le viol n'a pas dans sa définition du viol un concept de consentement. In fact, it's defined as intercourse with violence, constraint, threat, or surprise, I believe. Mhm. Yeah. En fait, cela est construit comme une relation sexuelle avec menace, violence ou par surprise. Right. Ce qui signifie qu'on ne connaissait pas l'agresseur, la surprise. Presumably, if any of those things are happening, the woman didn't want to have sex. On présume que si ces choses ont lieu, la femme ne voulait pas avoir du sexe. So, consent exists to rationalize the power of the powerful over the powerless. Donc le consentement existe pour rationaliser le pouvoir des puissants sur les impuissants. That is what the concept is for. C'est ce pourquoi le concept est fait. We attribute to somebody who can't leave, who can't stop the situation, who can't prevent it, who can't avoid it. We attribute consent to them in order to rationalize what is being done to them. Nous attribuons à quelqu'un qui ne peut pas partir, qui ne peut pas arrêter, qui ne peut pas prévenir, qui ne peut pas échapper. Nous rationalisons l'usage du consentement, nous lui attribuons. Now we may think that consent is a valid defense in a criminal law of rape
in order to prevent a man from going to jail. Maintenant, nous pouvons penser que le consentement est un argument de défense valide en droit pénal pour empêcher qu'un homme aille en prison en matière de viol. But rape law is not equality law. Mais le droit sur le viol n'est pas un droit sur l'égalité. Rape law is not a human rights law. Le droit sur le viol n'est pas un droit humain. If you apply equality concepts and human rights concepts to the law of rape, you have to question whether consent belongs in it. Si vous appliquez à l'égalité et au droit humain le concept qui ne lui appartient pas, alors vous devez questionner l'applicabilité de ce concept. And the same question arises with the law of prostitution. Et la même question émerge avec le droit de la prostitution. You can see prostitution as serial rape. Vous pouvez voir la prostitution comme du viol en série, in which the money is a form of force. dans lequel l'argent est une forme de violence, de force. And consent is attributed to it because of the money. Et le consentement lui est attribué à cause de l'argent. So it's therefore correct, as France is now doing, to reconsider the rape law, to reconsider the law of prostitution in the context of sex inequality. Il est par conséquent correct, comme la France est en train de le faire, de reconsidérer la loi de la prostitution dans le contexte de l'inégalité des sexes. And ask, what would it look like to have a prostitution law that took sex inequality seriously and did something about it? Et demander à quoi est-ce que ça ressemblerait d'avoir une loi de la prostitution qui prend l'inégalité des sexes au sérieux. This would be a different law, a law that decriminalized the people used in prostitution and criminalized the people who are the reason it exists, which are the buyers, as well as the pimps who make them available. Cela serait une loi différente, une loi qui dépénalise les personnes qui sont utilisées dans la prostitution et qui pénalise les personnes les clients et les proxénètes. In this context, international law has always been very clear that consent is not a defense to sex trafficking, which is a coercive form of organizing prostitution. Dans ce contexte, le droit international a toujours été clair sur le fait que le consentement n'est pas une défense au trafic du sexe, qui est une forme coercive et organisée de la prostitution. And I would make the same argument about the pornography industry, which is a sophisticated form of trafficking in women, a technologically sophisticated form of trafficking in women. Et je ferai le même argument sur la pornographie, qui est une forme sophistiquée de trafic des femmes.
The point being, consent may be seen as valid if sex inequality is not being considered. Ce sur quoi je veux insister, c'est que le consentement peut être vu comme valable si l'inégalité des sexes n'est pas reconnue. But once sex inequality is the approach to the problem, the concept of consent has no valid role in the analysis. Mais une fois que l'inégalité des sexes est reconnue dans le problème, alors le concept de consentement n'a aucun rôle valable à y tenir. C'est tout. Merci. Je pense qu'on a encore le temps pour 2 questions, ou 3, ou 4, on va voir. Je vous transmets une seconde question concernant la parité, dont vous écrivez qu'elle permettrait d'intégrer de façon correcte identité et différence. Pensez-vous qu'au sortir de millénaires de domination masculine, une simple parité soit vraiment un idéal ? Et au titre d'une justice qui serait réparatrice et pour réellement transformer les sociétés, ne faudrait-il pas envisager une phase transitoire de relative domination féminine, une sorte, toute proportion gardée, d'équivalent pour le genre de la dictature transitoire du prolétariat ? Êtes-vous favorable à l'imposition par le droit de la parité dans les systèmes de représentation politique et dans les instances dirigeantes des institutions de la société civile ? Et pensez-vous que cette imposition peut être la clé du problème des inégalités entre hommes et femmes ? Je pense que la parité has a particular meaning in France, oui? Oui. Yeah, c'est un problème parce que quand j'ai utilisé le mot parity en anglais dans le document, ce n'est pas avec l'intention que it doesn't have the same intention or meaning. Okay, I will answer the question, okay, but yeah, you have to be careful with these things. Okay. I'll go at the second part and the third part of the question. And I will talk about parité in the context of political representation exclusively, rather than the more general sense in which I was using the word. No, I do not think that a stage of female domination is necessary to achieve equality. Non, je ne pense pas qu'une étape de domination des femmes est nécessaire pour parvenir à l'égalité. I am not sure why so many people seem to think so. Je ne comprends pas très bien pourquoi tant de personnes semblent le penser. Except the difficulty of thinking in egalitarian terms. À part la difficulté de penser en termes égalitaires. Women are opposed to domination. Les femmes sont opposées à la domination. We have had a very bad experience of it. Nous en avons eu une très mauvaise expérience. We are not interested in doing it to anyone. Nous ne sommes pas intéressés à le faire à quiconque. Which is not to say that some women aren't extremely good at occupying masculine roles. Ce qui ne revient pas à dire que certaines femmes ne sont pas extrêmement habiles pour occuper des rôles masculins. Men learn it, anyone can learn it. Les hommes l'apprennent, quiconque peut l'apprendre.
but actual change is not the same thing as changing the biology of the people in positions of dominance. Mais un véritable changement n'est pas la même chose que de changer les personnes biologiques en position de domination. However, it's always a perfectly fine thing to have women involved in everything at all levels. And that can be a kind of change in itself, but not for biological reasons. Cependant, c'est une chose très bien que d'avoir des femmes impliquées un peu partout à des niveaux différents, mais cela ne se réduit pas à un changement biologique. I actually think that the parité rule in France is creative and positive. Je pense en fait que la règle de la parité en France est créative et positive. And the reason is because if you do the math, the arithmetic of it, even if present rates of increase of women in representative systems continue, it will take hundreds of years for existing systems to produce anything as simple as equal representation in politics. Et la raison, c'est que si vous faites les calculs, même si le taux actuel d'augmentation continue à augmenter, ça va prendre des centaines d'années pour que le système actuel existant arrive effectivement à la parité en termes de représentation politique. These systems were not designed by women for women, these political systems. Ces systèmes politiques n'ont pas été conçus par les femmes pour les femmes. Women couldn't even vote when they were designed. Les femmes ne pouvaient même pas voter lorsqu'ils ont été conçus. And everything about them is designed to keep women out of them. Et tout dans ces systèmes est conçu pour conserver les femmes en leur dehors. So these initiatives for what are called in India reservations, or actually in Latin America also, or the parité rules for party lists, are not a form of female domination, but rather a creative step to attempt to change a system that has excluded women from its beginning. Donc ces initiatives appelées réservation en Inde ou en Amérique latine par exemple, règles de parité en France pour les listes des partis, ne sont pas des formes de domination des femmes, mais plutôt une étape créative pour essayer de changer ce qui a été un système qui a conservé les femmes en dehors de celui-ci depuis sa création. I don't think, however, that equal political representation necessarily is going to produce the kinds of changes in violence against women, particularly sexual assault, that we need to address. It will help, but I don't think it's enough. Je ne pense pas que la représentation politique égale va nécessairement permettre de changer la réalité en matière de violence conjugale, en matière d'abus sexuels, d'agression sexuelle, en matière de violence contre les femmes, que nous devons
prendre en compte, adresser. Right. It's helpful but not sufficient. Cela aide, mais c'est insuffisant. I also think that men should represent women better. Je pense aussi que les hommes devraient mieux représenter les femmes. And that women should be able to be everybody and represent everything and everyone also. They're not just there to represent women. The men should start doing it. Et les femmes ne sont pas uniquement là pour représenter les femmes, elles peuvent aussi représenter chacun. Et les hommes aussi pourraient représenter les femmes. I am sure they are capable of it. Je suis sûre qu'ils en sont capables. Il nous reste quelques minutes. Je vous avais transmis une dernière question qui revient en fait sur toutes sortes de questions qui vous ont été posées sur la puissance du droit international. Je vais la simplifier en la subdivisant rapidement en deux. D'une part, à propos du cas de la France. La France est signataire, à ma connaissance, d'à peu près toutes les conventions en matière d'égalité des hommes et des femmes. Et c'est un pays qui, pourtant, est encore profondément inégalitaire. Comment penser cette espèce de hiatus ? Et puis peut-être je vous pose la seconde question immédiatement. C'est celle qui est liée donc à la justice pénale internationale, dont vous-même vous êtes une actrice, puisque vous avez été l'avocate bénévole de femmes et d'enfants victimes d'atrocités sexuelles commises par les Serbes devant le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie. Et donc la question était, pensez-vous que les jugements prononcés par la justice pénale internationale ont un effet réellement dissuasif ? J'adore la France. We posit this. However, there's no substitute for the right approach to equality. Mais il n'y a pas de substitut pour l'approche Correct. correcte, substantielle de l'égalité. And so far, France has mainly, along with most of the world, used the Aristotelian equality approach, Kantian dignity concepts, like that. So it doesn't help to have international conventions that say equality in them if you aren't aiming toward undoing real systemic inequality. Donc la France a principalement, et avec la plupart des pays du monde, utilisé une conception aristotélicienne de l'égalité et un concept kantien de la dignité. Et donc ça n'aide pas. Et ça ne suffit pas de signer une convention internationale qui mentionne l'égalité si vous ne voulez pas véritablement défaire cette véritable inégalité systémique. The United States doesn't adopt all these international conventions. And in that sense is behind France so far as being accountable for its unequal practices. Les États-Unis ne sont pas signataires de toutes ces conventions internationales et donc d'une certaine manière, ils sont derrière la France quant à être responsables des inégalités de son système. Oui. I do think that having to explain yourself to someone else is
which at minimum is what international law does, is empowering to people locally in fighting for their rights. Je pense que devoir vous expliquer à quelqu'un d'autre qui est le minimum de ce que fait le droit international est une manière de donner du pouvoir aux personnes qui, au niveau local, se battent pour leurs droits. A personal example. I've been coming to France for years. No publisher, nobody was interested in talking about sexual abuse. I was told women in France don't care about sexual abuse. Un exemple personnel. Je suis venue en France depuis des années. Aucun éditeur n'était intéressé pour publier sur l'agression sexuelle. On m'a dit que les femmes en France ne sont pas intéressées par les questions d'abus sexuels. Then arrives Europe, and France is part of Europe. Ensuite arrive l'Europe et la France est une partie de l'Europe. And it is required to do studies for the first time of everything, including the rate of sexual abuse in France. Et il est nécessaire de faire des études pour la première fois, parmi lesquelles les taux d'abus sexuels, d'agression sexuelle en France. And we discover, choqué complètement, that the rates are very high and also the numbers of women in parliament are very low compared to the rest of Europe. Qu'est-ce qui se passe? Et on découvre que les taux d'abus sexuels sont extrêmement élevés et que les taux de représentation des femmes au Parlement sont extrêmement faibles, ceux par rapport aux chiffres d'autres pays européens. Suddenly, people want to think about this problem. And many things change. That's what I mean by international. It's not that you adopt a convention. It's that you're part of a system and people are looking at you and you feel like you have to explain yourself to them for the first time. Soudain, les études sont publiées et soudain, vous êtes partie d'un système international et le fait de faire partie d'un système international a pour conséquence que les gens vous regardent et donc vous devez vous expliquer pour la première fois. And 30 years after my books, people here want to read them after they were first written. Et 30 ans après que mes livres aient été écrits, les gens veulent enfin les lire. So it isn't the formality so much of the existence of international conventions as it is, and I say this to the United States, which does not think that it is part of the world, except to control everything. Okay? But it isn't accountable to the world for anything. And part of the reason it doesn't adopt international laws, and it isn't part of the reason it can think of itself as exceptional, is that it isn't just like everybody else in terms of its position in the in the global legal order. Nobody makes them do studies. I'm sorry. Go ahead. It's fine. Donc ce n'est pas tant la formalité de l'existence des conventions internationales. Et je dis cela aux États-Unis qui ne pensent pas être une partie du monde qui doivent rendre des comptes au monde en général. Et cela est une partie de la raison, une partie de cette approche est expliquée par le fait qu'il ne peut pas se penser par quelqu'un juste comme quelqu'un d'autre. In other words, the international order is
it's a conversation, and a structure of responsibility, as well as a more formal organization. En d'autres termes, l'ordre international est une conversation et une structure qui permet la responsabilité et un ordre plus formel, en plus qu'un ordre plus formel. Which is the reason that I see it as and have experienced it as a particularly progressive place for women to work. Not because of what it is formally, but because of what it is in substance. Women are a global group. And once our interests are recognized on a global level, it's better for all women who live in every locality. Et c'est la raison pour laquelle je vois et j'ai l'expérience selon laquelle le niveau international est un lieu progressif pour travailler, pas seulement pour ce que c'est formellement, mais pour ce que c'est substantiellement. Les femmes sont un groupe global, et une fois que nos intérêts sont reconnus au niveau global, alors cela a des conséquences positives pour chacune au niveau local. Oui, c'est vrai. OK. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, je voulais... Une seconde, si vous voulez bien que je remercie tout le monde. Donc, je voulais évidemment remercier Catherine McKinnon pour l'effort très grand qu'elle a accompli durant toute cette discussion, notamment en ayant la gentillesse de parler en français de temps en temps, ce qui était tout à fait extraordinaire. Voilà. Je remercie aussi Merci pour votre patience avec moi. Non, c'est nous. Toutes les personnes qui ont fait que cette séance a été possible par le travail qu'elles ont fourni avant et pendant la séance. Merci beaucoup. Merci spécialement à Caroline pour faire possible que vous pouvez m'entendre. Merci.